Je vous l'avais promis, elle arrive enfin puisque nous voilà à la fameuse review de la saison 2 de Pit Babe. Peu importe d'où vous venez, puisque j'ai déjà fait des reviews sur TikTok d'épisode par épisode, donc je vous invite à voir, je vous mettrai mon TikTok en barre d'infos. Ceux qui ont déjà vu mes reviews, vous avez déjà vu mon avis épisode par épisode, mais je vous avais dit que j'allais faire un avis plus global. Et ceux qui me suivent seulement sur YouTube, eh ben on est pour cette fameuse review, mon avis sur la saison 2 de Pit Babe. Et autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'ai des petits coups de gueule à passer, j'ai une mise au point à faire. Attention, pas méchamment, tout de suite, pas méchamment. Mais on va revenir, d'habitude je donne juste un petit résumé de l'œuvre, de ce qui s'est passé. Et je donne mes points positifs, mes points négatifs. Mais là, je vais revenir aussi sur d'autres choses. Puisque cette saison 2 de Pit Babe a connu un succès assez énorme. Et la saison 2 a été très attendue. Très attendue, je pense trop attendue. Puisque des gens ont attendu trop de choses de cette saison 2. Et ont été déçus, et j'ai vu un vrai lynchage de cette saison 2 sur les réseaux sociaux. Principalement sur TikTok, mais bon, TikTok, Twitter, hein, on sait dans quelle poche il faut les ranger. Mais j'ai vu un vrai lynchage, que ce soit des personnages, mais ça a été des fois à aller lyncher jusqu'aux acteurs. Ça les a touchés personnellement, et là je me suis dit stop, il faut remettre les choses au point. Déjà, les gens se permettent, et je pense que beaucoup vont être d'accord avec moi, c'est que les gens sur internet se permettent de faire des commentaires qu'ils ne feraient pas en réalité, ou alors de faire des commentaires sans se remettre en question avant. Mais donc du coup, on va quand même voir cette vidéo. Donc on va partir dans un premier temps dans un petit récapitulatif de la saison 2, donc d'où elle vient. Toujours du même endroit que la saison 1. Peut-être remettre un peu en contexte cette deuxième saison. Ensuite, on va passer à un peu un récapitulatif en fait des traumas des personnages. Alors, j'ai pas fait tous les personnages puisque sinon la vidéo allait durer très très longtemps. Mais j'ai pris les personnages qui en avaient besoin puisque j'ai vu pas mal de gens lyncher ou cracher sur les personnages sans essayer de trop comprendre le personnage. Je comprends qu'il y a plusieurs degrés de lecture dans des personnes. Il y a des personnes qui sont très impliquées dans les BL, d'autres qui le sont juste pour regarder. Mais donc du coup, je vais revenir sur les traumas de certains personnages pour essayer d'un peu mieux comprendre leur façon de fonctionner dans cette saison 2. Et ensuite, on parlera des points positifs et points négatifs de cette saison 2. Donc la vidéo, mon avis sur la saison 2 de Pit Babe va peut-être être un petit peu plus long, mais c'est pour le mieux. Et puis vous savez que j'adore parler de Pit Babe, je pourrais en parler des journées entières, donc on va partir et essayer de faire quand même pas trop long. Cette saison 2 est toujours dirigée par l'agence Change. Alors je mets pas les numéros derrière, hein, mais vous savez, hein, Change. Et s'inspire toujours de l'œuvre papier de Little Big... Enfin, je vous mettrai son pseudo. Même si l'agence s'est permis quelques libertés scénaristiques par rapport à l'œuvre originale. On a une saison 2 de 13 épisodes d'à peu près 50 minutes. Ça, on est toujours dans le même classique que d'habitude, qui ont été diffusés cette année. Jusqu'à là, on est ok. On a toujours le même casting, même si on en a un petit nouveau qui est le personnage de Willy, incarné par Milk. D'ailleurs, c'est un de mes coups de gueule, mais je reviendrai sur ce qu'a vécu Milk quand son personnage est arrivé dans la série de Pit Babe. Puisque je trouve que les gens ont été beaucoup trop loin. Pour ce qui est du speech de cette saison, ça va être difficile de faire un résumé cohérent, puisque la saison en elle-même, et ça c'est un point négatif de plus tard, part un petit peu dans tous les sens. Mais si on essaye de faire vraiment en très grosse globalité, on retrouve l'équipe X-Hunter pour une nouvelle saison de course, mais ponctuée de nouveaux problèmes, puisque déjà on a l'arrivée du personnage de Willy qui va s'approcher de Babe d'une façon très très cringe et qui va rendre jaloux Charlie.
Donc déjà le couple de Beb et Charlie va être en danger. Et on apprend en même temps que Tony est vivant et qu'il en veut toujours à l'équipe X-Hunter. Donc un peu comme le speech de la première saison, on a des courses de voiture, Tony qui casse un peu les bonbons, mais en plus de ça, on a Charlie qui travaille avec l'aide de Pete sur un sérum pour annuler définitivement les pouvoirs qu'ont les alphas. Sachant que tout le côté Omégaverse de l'histoire est mis de côté au profit plus des pouvoirs des personnes. Ça c'est déjà un point qui a fait grincer les gens puisque certains s'attendaient à, comme on parle d'Omégaverse, peut-être que Beb et Charlie allaient avoir un enfant. Dès le début je me suis dit ça aurait pu être possible, mais je pense pas qu'ils vont partir dans cette direction-là. Et déjà là ça a fait grincer pas mal de gens puisque ils disent que l'Omégaverse était le centre global de la saison 1. Pourquoi l'enlever à la saison 2? C'est un choix qui a été fait par l'agence. Donc je pense que c'est un choix réfléchi. Pour situer cette saison 2 par rapport à la saison 1, la saison 2 se passe plusieurs mois, je pense plusieurs mois, à peu près un an après la mort de Wei. Donc du coup, le groupe a trouvé une certaine stabilité. Beb et Charlie ont emménagé ensemble. Tous les autres ont trouvé une certaine stabilité. Mais tout ça va m'être mis à mal une nouvelle fois par Tony. Dans cette saison, beaucoup de thèmes, comme je vous l'ai dit, beaucoup de thèmes sont abordés puisqu'on a la question de Willy qui interfère dans le couple de Beb et Charlie. On a le sérum, le fait que Charlie travaille beaucoup au labo et que Beb ne le voit pas, ce qui va lui reprocher. On a les insécurités de tout le monde, on a le cas d'Alan et de Jeff, merci, et de Jeff. On a les différents couples qui ont différentes histoires, on part dans beaucoup de directions. Et comme ce sont des thèmes qui ont déjà tous été abordés dans la saison 1, c'est obligatoire de regarder la saison 1 avant de regarder la saison 2. Sinon vous allez être complètement perdu, vous allez rien comprendre, surtout qu'on fait beaucoup d'allusions à ce qui s'est passé dans la saison 1. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu la saison 1, allez-y avant de regarder la saison 2, ça sera toujours mieux. Maintenant, je vais passer à l'explication des différents personnages. C'est une chose que j'ai pas fait dans les autres avis et que j'ai pas fait dans l'avis de la saison 1. Mais j'ai vu beaucoup de personnes littéralement cracher sur les personnages parce qu'ils ne comprenaient pas leur façon d'agir. J'ai vu beaucoup de personnes cracher sur comment réagissait Beb par rapport à Charlie. Attention, je ne lui pardonne pas tout, mais il y a des choses qui peuvent être expliquées par ce qu'il a vécu ou par les traumas qu'il a. J'ai vu beaucoup de personnes cracher sur Willy. Un peu moins excusable, mais pareil, il y a des raisons derrière ça. Donc je me suis dit qu'il fallait que je présente les traumas des personnages. Donc j'ai fait les traumas de Beb, j'ai fait les traumas de Charlie et j'ai fait les traumas de Willy. Puisque les autres n'ont pas vraiment de gros traumas. Bon, il y a Jeff, mais Jeff, c'est des traumas qui ont déjà été abordés dans la saison 1, qu'il continue à soigner. Mais vraiment, je suis revenue surtout sur Beb, Charlie et Willy, puisque Beb et Willy sont les deux personnages sur lesquels j'ai vu le plus de mauvais commentaires lors de la diffusion de la saison 2. Déjà, je me dis que si il y a des mauvais commentaires, par exemple, c'est arrivé pour le personnage de Willy, les gens qui disaient « mais je déteste cet acteur parce que son personnage il est horrible ». Si son personnage agit de cette façon-là, c'est parce que c'est écrit dans le script. Ce n'est pas l'acteur qui a décidé que son personnage serait une pourriture. Et donc du coup, ça ne sert à rien d'aller menacer un acteur qui du coup joue tellement bien son rôle que vous n'arrivez pas à faire la différence entre l'acteur et le personnage. Je ne parle pas de tout le monde bien sûr, mais certains en sont venus à menacer Milk, l'acteur de Willy, parce que son personnage était mauvais dans Pete Beb. Vous n'avez pas à faire ça. Je dis vous pour donner une construction de phrase, mais les personnes qui font ça, vous remettez-vous en question. Ce sont des personnages fictifs incarnés par des acteurs. Ces acteurs les incarnent, c'est pour ramener ces personnages dans la réalité, pour pouvoir donner une autre vision que sur un bout de papier. On peut faire ça sur beaucoup de personnages.
Et que ce soit dans les BL, dans les séries, tout ça, un personnage est mauvais puisqu'il a été écrit comme étant un antagoniste. Ce n'est pas l'acteur qui est mauvais, donc ça ne sert à rien de s'en prendre aux acteurs. Et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi. On en reviendra plus tard, mais donc du coup on va commencer par notre cher Beb, puisque c'est le personnage avec le plus de trauma de la saison. On est d'accord ? Beb est pour moi le personnage le plus complexe de cette œuvre, puisque Beb est sans arrêt en conflit avec les fantômes de son passé qui se projettent dans son présent. Puisque si on remet en contexte la vie de Beb, c'est un gosse, littéralement, qui a été abandonné par son père. Son père a été manipulé par Tony, mais abandonné par son père, a été recueilli par un homme qu'il considérait comme son nouveau père pour être trahi à nouveau par une personne qui pensait être importante pour lui. Il s'est vu être utilisé comme un objet par cette personne. Donc du coup, il a recommencé, il s'est enfui, il a recommencé une nouvelle vie. Et a réussi enfin à trouver des personnes qui font attention à lui, qui tiennent à lui. Donc je parle de Alan, North, Sonic, toute la clique de X-Hunter. Et déjà, au début de la saison, on voit Beb qui, quand Dean revient, a quelque peu du mal à lui faire confiance. Il faut reprendre le schéma de c'est quelqu'un à qui il tenait, qui l'a trahi, et là, cette personne en revient et dit qu'il veut se rattraper. Tout le monde, dans la réalité, émettrait des réserves ou limite ne voudrait pas revoir cette personne revenir dans sa vie. Donc c'est normal que Beb se méfie. Pareil, il se méfie de Chris, puisque Chris, il ne sait pas d'où il vient. Il ressemble à Wei, qui, dans les derniers moments de la saison 1, était vu du côté des méchants. Donc Wei avait trahi Beb, et c'est normal que ce dernier se méfie de Chris, puisque pour lui, au début, c'est clairement Wei. Là où ça prend encore plus de sens, c'est la relation entre Beb et Charlie. Beb a toujours été seul sentimentalement parlant. Sauf qu'il tombe, et ça vous ne me l'enlèverez pas de la bouche, red dingue amoureux de Charlie. À partir du moment où Charlie devient limite Charlie rentre dans sa vie et devient son petit ami, tout son monde tourne autour de lui et Charlie. Et donc du coup, c'est normal, je trouve que quand Charlie ne passe pas assez de temps avec lui, c'est normal qu'il ait peur que Charlie l'abandonne. Puis il faut pas oublier que dans la saison 1, il a cru qu'il l'avait réellement perdu. On se souvient tous de l'épisode 10, on a tous chialé à l'épisode 10. Donc il y a cette peur en plus de perdre Charlie. On le voit quand le sérum est essayé et qu'il voit que Charlie a un accident. À la fin de la course, quand il l'a gagné, il en a complètement rien à cirer d'avoir gagné la course. Tout ce qui compte, c'est Charlie. Et on le voit bien, il se presse pour aller voir si Charlie va bien. Charlie, c'est devenu toute sa vie. Et il le dit très bien vers la fin, quand il voit avec Willy, Willy lui dit « J'ai hâte qu'on se rebatte l'un vers l'autre ». Il fait « La course, ça a toujours été mon rêve, mais toute ma vie, c'est Charlie ». Charlie est vraiment le centre de son monde. Et c'est pour ça que certains sont venus quand il s'est passé ce qui s'est passé à l'épisode 6 ou 7, où Charlie surprend Beb avec Willy dans les bains. Les gens étaient en mode, mais c'est bien fait pour lui. Alors déjà, tout n'est pas de la faute de Beb, puisque, excusez-moi, Beb a été dans l'optique d'en savoir plus sur Willy, sachant qu'il avait déjà de gros doutes par rapport au fait qu'il était l'espion de Tony. Il y a été en mode, maintenant tu vas me dire ce qui se passe, et c'est Willy qui l'a collé contre le mur, et Beb lui a bien dit d'arrêter, et c'est Willy qui a complètement envoyé le consentement se promener. Et malheureusement, c'est là que Charlie est intervenu. Charlie lui a foutu un bon coup de poing dans la tronche. Willy, ce coup de poing, merci. Mais en tout cas, on voit bien dans les yeux de Beb qu'il sait que là, Charlie risque de l'abandonner. Et on voit bien que d'un côté, c'est normal que Beb se foute aussi mal, puisque j'ai vu beaucoup de gens se moquer du fait que Beb, après que Charlie l'ait laissé,
se retrouve genre méga mal, il le cherche partout, il est mal, il reste contre sa voiture. Charlie, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, était le noyau de son univers. Enlever le centre d'un univers et là tout est déréglé. Beb s'est senti une nouvelle fois abandonné par, là je peux le dire, la personne qu'il aimait le plus au monde. Donc il a perdu tous ses repères. Pour lui, en plus, on l'a déjà vu dans la saison 1, quand il croit que Charlie est mort, bah, il se fout mal. Donc dans la saison 2, quand il croit encore une fois l'avoir perdu, c'est normal qu'il réagisse comme ça. Dites-vous, genre, imaginez-vous que vous aimez une personne, mais vraiment genre, c'est le coup de foudre, c'est votre âme sœur, et que tout d'un coup, on vous dise, tu la verras plus jamais, elle ne t'aimera plus. Vous allez vous sentir, mais genre méga triste. Ensuite, il y en a beaucoup qui ont dit que Beb agissait égoïstement. Alors, il peut avoir quelques traits égoïstes, mais ça a été présenté dans le personnage. Beb, dès le début de la série, est quelqu'un d'assez auto-centré. Et encore, ça change au niveau de la saison 2, mais Beb a toujours été présenté comme un personnage auto-centré. C'est un mec qui gagne des courses, c'est un mec qui est toujours genre le roi, the king of Halo, c'est le roi du circuit, tout ça. Le gars, il a pris la grosse tête. Mais il a toujours été présenté comme ça. Et les gens sont venus le reprocher dans la saison 2, sachant qu'il a toujours été comme ça. Et il y en a qui disent que oui, il n'en a rien à faire de Charlie. Non. En fait, il faut prendre par exemple, Charlie a eu des inquiétudes à partir du moment où Willy s'est rapproché de Beb. Mais Beb, lui, n'a pas vu autour, enfin, n'a pas vu d'une vue omnisciente. Lui, il était de son propre point de vue. Donc lui, il était en mode, Willy, il peut s'approcher s'il veut. Ce mec m'exècre, mais il ne s'est jamais vu tromper Charlie avec Willy. Pour lui, il aimait Charlie, il n'y avait aucune raison pour que les autres pensent qu'il puisse se passer quelque chose entre Willy et lui, puisque lui, il était red dingue de Charlie, donc je pense, il n'a jamais pensé à trahir Charlie. Malheureusement, ça a donné cette vue de je m'en foutisme, qui ne s'est pas améliorée avec l'engueulade qu'ils ont eue, mais Beb, lui, a eu en quelque sorte des œillères. On peut peut-être lui reprocher de ne pas faire attention assez au ressenti des autres. Et encore, puisque la scène à l'hôpital avec Charlie le montre qu'il s'inquiète quand même pour lui. Mais en plus, dans cette saison-là, on dit oui, mais Beb était obsédé par Willy. Moi, je pense pas qu'il était obsédé par Willy, mais plutôt pour ce que représentait Willy. Puisque Beb a toujours vu qu'il y avait quelque chose de bizarre avec Willy, surtout à partir du moment où il a découvert qu'il avait un pouvoir, et encore plus quand il a appris que Tony était toujours vivant. À partir du moment où Tony est toujours vivant, oui, Willy devient une vraie obsession pour Beb, puisque il a tout de suite tilté que Willy pouvait être l'espion de Tony. Et il y en a certains que j'ai vu dire, oui, mais Beb, il est complètement obnubilé par Tony. Il veut détruire Tony, ça c'est clair et net. Parce qu'il faut penser que c'est une personne en qui il avait confiance, en qui il a passé le rôle de père, puisqu'il l'appelait carrément père, qu'il s'est servi de lui, qu'il l'a trahi, qui a fait du mal aux personnes qu'il aime dans la saison 1, et qui va recommencer. Donc c'est normal qu'à partir de ce moment-là, il se mette à 100% sur Willy, puisqu'il veut avoir tous les éléments pour au mieux détruire Tony. Pour moi, c'est simplement ça. L'obsession de Beb par rapport à Willy, c'est tout simplement Tony. C'est tout. Et il est aussi obsessionnel envers Tony parce qu'il veut détruire l'homme qui essaye de détruire sa vie ou contrôler sa vie. Il faut aussi penser que Beb est toujours sur la défensive, mais la vie de Beb rime totalement avec trahison. Beb a été trahie par son père, a été trahie par Tony, a été trahie par Wade qui était censé être son meilleur ami. Alors, je vois beaucoup, bon déjà le personnage d'Alan dans la saison 2, on va en parler plus tard, mais beaucoup dire il était
peut-être un petit peu excessif par rapport à Alan. Mais il faut comprendre que Alan, c'est en fait en quelque sorte cette nouvelle structure de père qui, encore une fois, le trahit, puisque Alan donne le sang de Charlie à Tony. Alan trahit Babe en donnant le sang de la personne qu'il aime le plus à la personne qu'il déteste le plus. J'aurais pété un câble, moi, ça me serait arrivé, j'aurais pété un câble. Je vais y revenir après, mais il faut penser que Babe, malgré tout ça, est quand même un personnage qui a une évolution plus que positive. Je vous l'ai dépeint un peu comme genre le mauvais bougre, mais Babe a vraiment une évolution positive, puisque Babe qui passe d'une personne qui ne pensait qu'à lui, ses propres intérêts, tout ça, à la fin, la scène de fin où en fait on voit qu'il se met au second plan pour s'occuper pleinement de Charlie, qu'il y a juste le bonheur et le fait que Charlie aille bien qui rentre en compte, l'amour change quelqu'un. Babe a très bien évolué. Babe est devenu une personne qui protège Charlie, puisque il a compris que Charlie était quelqu'un qui prenait soin des autres, quitte à se faire du mal. Il s'est dit que il ne pouvait pas l'empêcher d'être lui-même, donc il serait cette personne qui protège Charlie peut-être de lui-même ou des idées qu'il avait. Et vraiment, sur ce point-là, Babe a très très bien évolué. Il s'inquiète pour Charlie, il s'inquiète de ce qu'il fait, s'il est pas bien, tout ça. Tout ce qui était centré sur lui maintenant est centré sur Charlie, il fait plus attention aux autres. Vraiment, Babe a eu une très très belle évolution. Charlie, c'est un personnage que je comprends beaucoup puisque c'est un personnage auquel je m'identifie beaucoup. Charlie, dès le début, a été quelqu'un qui est toujours passé au second plan. Lui aussi s'est retrouvé avec Tony et à partir du moment où Tony a vu qu'il n'avait pas de pouvoir, il l'a complètement abandonné. Charlie s'est toujours fait abandonner et les seules personnes pour lesquelles il comptait au début, c'était seulement Jeff, qu'il voyait comme son frère. Et c'est pour ça qu'il a toujours tout fait pour le protéger, et c'est d'ailleurs ce qu'il fait dans la saison 2, puisqu'il prend ses pouvoirs pour le protéger d'une mort certaine. Et certains peuvent penser que Charlie est un personnage assez irréfléchi, mais il faut voir ça autrement. Charlie est quelqu'un qui est toujours passé au second plan, et là, grâce à ses pouvoirs, peut, même s'il reste au second plan, aider les personnes qu'il aime le plus. Et il faut voir que Charlie a été construit là-dessus. Charlie donne. Charlie a toujours donné et fera toujours tout son possible pour rendre les gens qu'il aime heureux. Regardez, dans la saison 1, il a failli frôler la mort et s'est fait passer pour mort pour sauver Babe. Il recommence dans la saison 2 puisqu'il prend les pouvoirs de Jeff pour que Jeff soit heureux avec Alan, quitte à lui-même mourir. Il veut protéger Babe même s'il ne s'en souvient pas quand il perd la mémoire, puisqu'il a lui-même prévu qu'il perdrait la mémoire. Donc il s'est enregistré en se disant à lui-même de plus tard de veiller sur Babe parce que il tient beaucoup à lui. Charlie, c'est vraiment genre un concentré d'amour. Il n'a jamais été assez pour personne et là il est enfin quelqu'un pour Babe, pour toute l'équipe X-Hunter. Donc il sera vraiment prêt à tout pour les protéger. Mais on voit que ces insécurités arrivent dans la saison 2. Puisqu'il le parle à Babe à l'hôpital et lui dit... Parce que Babe voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Charlie lui dit, écoute, j'ai peur que tu me laisses... que je sois pas assez bien pour toi et que tu me laisses pour aller avec Willy. J'ai peur de pas être assez... Et là, mais j'avais envie de faire un câlin à Babe. Babe le rassure, il lui dit mais jamais je pourrais te laisser puisque c'est pas genre la beauté de ça, je t'aime parce que tu es Charlie. Et ça, quand il lui dit ça, c'est comment dire, un câlin à ses insécurités du passé, puisque Charlie n'a jamais été aimé parce qu'il était Charlie. Tout le monde, enfin Tony l'a toujours relayé au second plan, et là Babe appuie sur cette insécurité pour en quelque sorte la soigner, puisqu'il lui dit je t'aime pas parce que t'es beau, je t'aime pas parce que t'as des pouvoirs, non, je t'aime parce que tu es Charlie et je ne pourrais aimer que Charlie. Mais Babe, à ce moment-là. Après, pour ce qui est de Charlie, Charlie n'a pas vraiment d'évolution dans la saison, puisque il prend les pouvoirs de Jeff, va perdre la mémoire, tout ça, donc il n'a pas vraiment d'évolution par rapport au début. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, Charlie n'en a pas vraiment
il n'en a pas vraiment besoin et il est très bien comme il est. Beb avait besoin d'une évolution, Charlie n'en avait pas besoin. Je suis pas neutre non plus pour représenter Charlie puisque c'est vraiment mon chouchou de l'histoire, je m'y suis accrochée. Ensuite, on va parler de Willy. Willy, autant vous dire qu'au début, j'étais aussi un peu dans la hype, en mode je déteste, alors attention, et ça je l'ai dit dès les premières reviews, je déteste le personnage de Willy. Mais j'ai toujours fait des éloges de Milk en tant qu'acteur. Parce que oui, le personnage de Willy, il est abject dès les premiers moments où tu le vois. Le mec n'en a rien à foutre des autres, il met des vies en danger, il tue des gens, le consentement il en a complètement rien à foutre, et ça, mais clairement, ça m'énervait. Le personnage de Willy, au début, genre, une pourriture finie, vraiment. Mais c'est pareil. J'ai changé d'avis au fur et à mesure de l'histoire, puisqu'on apprend que Willy avait clairement une vie à chier, que Tony, encore une fois, alors lui, Tony c'est le pire personnage du monde. Encore une fois, s'est servi des faiblesses de Willy, lui a promis monts et merveilles, tu veux plus vivre dans la rue, tu veux plus vivre des combats de rue, très bien, viens avec moi, je te propose une autre vie. Non, il l'a juste mis en cage. Willy s'est retrouvé comme un oiseau mis en cage, puisque ok, on lui a donné des pouvoirs, qui sont mama tellement stylés, mais on lui a donné des pouvoirs, mais on l'a mis en cage. Puisque quand il kidnappe, Willy kidnappe Charlie, il lui dit, je ne peux pas faire ce que je veux, je suis obligée de lui obéir, puisque tout simplement, si je ne le fais pas, il m'a mis une puce dans le cou, si je ne le fais pas, j'explose. Sa vie est en jeu. Et on le voit bien à partir du moment où ils emprisonnent Willy, et au moment où on lui retire la puce, où Chris enlève la puce, ils peuvent dialoguer un peu plus facilement avec Willy. C'est Willy qui va rendre une certaine mèche à Charlie pour les aider. Et c'est d'ailleurs Charlie qui va lui demander, gentiment, en lui disant « Tu sais bien qu'on n'est pas comme eux, on ne te fera pas de mal, donc aide-nous ». Et c'est pour ça qu'à la fin, quand Beb lui demande, il les aide. Il les aide parce qu'en fait, il n'a jamais voulu, à proprement parler, de mal à l'équipe X-Hunter. Lui, il voulait juste se venger et se débarrasser de Tony. Et c'est ce qu'il fait à la fin. C'est lui qui tue Tony, avec l'aide de Charlie, mais c'est lui qui se venge de la personne qui lui a fait tant de mal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il faut arrêter de confondre le personnage, donc je reviens sur mon histoire, de confondre le personnage avec l'acteur. Milk a très très bien joué son rôle. Très très bien joué. Et ça je le dis depuis le début, c'est un très bon acteur. Son personnage est exécrable, et encore à la fin, je l'aimais quand même. Mais il faut arrêter de confondre le personnage et l'acteur. Si ça se trouve, l'acteur qui joue son personnage, et ça s'est déjà vu, des acteurs qui changeaient quelques trucs de leur personnage, bon, sans faire de grandes différences, mais qui changeaient des trucs de leur personnage parce qu'ils ne voulaient pas faire telle ou telle chose. Mais malheureusement, quand tu auditionnes pour un rôle, tu acceptes la globalité du personnage, même s'il fait des choses qui sont vraiment pas cool. Mais il faut bien des méchants dans toute histoire. Mais il faut faire la différence entre le personnage et l'acteur. Et c'est ce qui malheureusement ne s'est pas passé dans Pit Bay pour certains fans qui ont été harcelés. Milk. Et si j'arrive à vous le retrouver, je vous mettrai des images. Quand il y a eu la diffusion des derniers épisodes, on a clairement retrouvé Milk en larmes pour son premier rôle important dans une série, parce que les gens ont détesté son personnage, l'ont détesté à cause de son personnage. Et tous les autres du casting l'ont rassuré en disant qu'il était un super acteur, tout ça. Et moi-même, je le pense, c'est un super acteur, on n'aurait pas dû le faire pleurer. Au lieu de dire que son personnage ou le traiter de pourriture, tout ça, on aurait dû lui dire ton jeu d'acteur est génial, tout ça. Ok, je n'aime pas ton personnage, mais tu le joues tellement bien. C'est ce genre de commentaire-là que là, on a vu un Milk en pleurs, parce qu'il s'est pris une vague de harcèlement dans la tronche, et c'est pas normal. Et Pavel a reçu la même vague de haine quand le personnage de Beb a en quelque sorte trompé Charlie. Les gens se sont avancés et c'est pareil. Je crois que c'est le directeur et la directrice de l'agence qui ont été obligés de dire quelque chose en disant que ce n'est qu'un personnage.
Et Pavel s'est dit en me disant qu'il ne ferait jamais ça. Bev est un personnage. Et d'ailleurs, il n'a jamais trompé Charlie. Donc les gens sautent sur des conclusions et se permettent de dire des choses sans, j'ai l'impression, sans réfléchir. Et ça, c'est malheureux. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas présenté les autres personnages parce qu'ils étaient moins complexes. Ou alors, enfin, ça s'était expliqué dans la saison. Hein. On pourrait parler de Kenta qui a du mal à faire confiance. Mais bon, je reviens un peu sur la même chose que Beb. Hein. Tout est de la faute de Tony. Vraiment, si vous prenez les traumas de cette saison, tout est de la faute de Tony. Tony n'aurait jamais existé, il n'y aurait eu aucun trauma. Et donc, on va enfin parler des points positifs et des points négatifs de cette saison. On va commencer par les points négatifs, comme ça, on finira sur une note plus positive. Le premier point négatif, c'est la tonne de sujets et de thèmes abordés qui donnent un goût de pas fini. Déjà, on l'a dit plusieurs fois, et je l'ai surtout dit dans mes amis, que les fins de saison étaient toujours rushées. Qu'on avait un sentiment de pas terminer parce que ils perdaient du temps et que tout était à la fin de la saison et hyper rapide. Là, ils ont fait encore pire. C'était un peu moins rapide, et encore. Mais en plus de ça, ils ont voulu mettre trop de sujets, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une multitude de sujets mal abordés et non terminés. Logiquement, le sujet principal, c'était Tony. Tony, ses problèmes, genre il répète sa durite, il fait encore pire que la saison 1. Mais on nous amène trop de sujets, on nous amène le sujet du sérum qui n'a pas eu de fin, on ne sait pas si à la fin ils perdent leur pouvoir, si le sérum est au bout. Ensuite on nous met le problème de Alan et Jeff qui est réglé par Tony. Mais bon, Alan, je vais revenir parce que tu as un point négatif. Ça c'est pareil, ça a été mis mais c'était un peu rushé. Il y avait le sujet des pouvoirs de Jeff. D'ailleurs, est-ce que Charlie a toujours les pouvoirs de Jeff ou pas? Je ne sais pas. Il y a trop de sujets abordés qui fait qu'on aurait soit dû avoir plus d'épisodes ou moins de sujets abordés. Parce qu'en plus de tous ces sujets-là, il fallait mettre des moments entre les couples. Je peux vous dire que c'était un sacré tintouin. C'est sûr qu'on avait des trucs dans tous les épisodes, hein. Mais les sujets pour moi ont été mal clôturés. Un autre point négatif, c'est trop de fanservice, pas assez d'intrigue. Comme je vous l'ai dit juste avant, on a déjà beaucoup de thèmes à aborder. Sur une saison de 13 épisodes, il y en a 6. C'est que du fanservice sur les couples. Je rigole pas. Il y a un tout petit peu d'intrigue, mais les 3/4, c'est du fanservice sur les couples. Et l'intrigue arrive vraiment à l'épisode 6 ou 7. C'est pas assez. Surtout avec la tonne de sujets abordés. Je vais me répéter encore une fois, mais je pense qu'il devrait séparer les épisodes en 2, à ce compte-là. Mais chaque épisode faire une partie fanservice et une partie intrigue. Que l'intrigue se lance, bon, peut-être pas au premier épisode, mais dès le deuxième épisode, on doit avoir un morceau d'intrigue, une partie de l'intrigue, et ensuite que ça ne lâche jamais. On peut ne jamais lâcher et faire des petites pauses avec des moments fanservice, avoir des moments de couple, mais il faut de l'intrigue. Moi, je pense qu'une bonne série serait construite avec de l'intrigue à chaque épisode. Là, des fois, on avait des épisodes qui servaient à rien. On aurait pu les passer. Et c'est pour vous dire que même moi qui adore Pete Babe, à un moment je me suis dit, mais quand est-ce que l'intrigue va se lancer? C'est pas possible que l'intrigue se lance si tard. Et c'est lancé tard, tout a été rushé. Un autre point, et ça je crois que c'est le point principal qui a fait grincer des dents tout le monde, et puis je parle en connaissance de cause puisque dans mes reviews j'ai eu des commentaires sur TikTok, et c'était le problème principal. Dans cette saison, il y a trop de couples. Saison 1, on était vraiment axé sur le couple Beb, Charlie, Alan, Jeff. Dans cette saison 2, on a voulu faire plaisir à tout le monde, mais résultat, on a déçu tout le monde. Il faut rester dans l'optique que le couple principal, et je pense que vous pouvez aller voir sur les différentes pages, le couple principal de Pete Babe, ça reste quand même Beb et Charlie. Un petit peu Alan et Jeff, mais sinon tous les autres sont des couples secondaires. Donc je parle du Kenta Kim, du North Sonic, du Pete Chris. Je crois que j'en oublie pas. Et donc du coup, les gens se sont dit, saison 2, on aura nos couples. Et c'est vrai qu'il y en a par exemple, je les comprends, beaucoup qui attendaient du Kenta Kim. Et Kenta Kim, on en a eu très peu. Par rapport à l'histoire, North Sonic, on n'en a pas eu beaucoup non plus. Mais bon, on en a eu un peu plus vers la fin.
Mais en fait, le problème, c'est que les gens auraient voulu qu'il y ait autant de couples secondaires. En fait, les gens en avaient marre de voir Beb et Charlie. Sauf que malheureusement, et ça j'ai eu du mal à comprendre, je crois que je l'ai dit dans une de mes vidéos, j'ai dit comprenez que la série est quand même centrée sur le couple de Beb et Charlie. Demandez une série où on voit même moins Beb et Charlie, à ce compte-là, c'est plus Pete Babe. On crée une autre série. Si vous voulez voir plus de ce couple, alors après tout dépend si vous voulez voir les acteurs ou le couple, mais soit faut demander un spin-off, ou soit malheureusement aller regarder une autre série avec les autres acteurs. C'est normal que dans la saison 2, encore une fois, il y ait plus de Beb et Charlie que des autres couples, puisque c'est le couple principal. L'histoire tourne autour de Beb et Charlie. Après, je ne renie pas le fait que la répartition de temps d'écran des couples secondaires, elle est nulle à chier. On a eu beaucoup plus de Alan et Jeff et de North Sonic que de Ken Takim. Et puis, excusez-moi, mais le Pete Chris, il était vraiment pas nécessaire, quoi. Le Pete Chris, il est juste là pour servir de plan cul. Clairement, c'est pour vous dire que quand je les voyais tous les deux, je skippais, puisque je savais que c'était juste les moments NC scene avec eux. Et enlever le Pete Chris aurait peut-être laissé un peu plus... leur laisser une relation de collègue, mais laisser plus de temps aux autres couples. On aurait peut-être eu un peu plus de Ken Takim ou de North Sonic. Là, on avait 5 couples, puisqu'on avait le Beb Charlie, le Alan et Jeff, le North Sonic, le Pete Chris et le Ken Takim. C'était beaucoup trop. Je pense que dans une série, pour être bien, dans la plupart des cas, on a toujours 2 couples. Le couple principal, le couple secondaire. Pourquoi pas en rajouter un 3e, mais je pense qu'il ne faudrait pas faire plus. Parce que justement, après, on n'a plus assez de développement pour les autres. Et d'ailleurs, c'est pour vous dire que beaucoup ont crié à l'outrage quand le Ken Takim n'a pas fini ensemble. Moi, je vous dis que ce soit le Ken Takim ou le Pete Chris qui finissent pas ensemble, c'est peut-être mieux. On a eu trop peu de moments... Bon, on a pu s'accrocher aux personnages, ils auraient fini ensemble, on aurait souri. Mais le fait qu'ils finissent pas ensemble m'a pas fait mal, parce qu'on les a vus tellement peu que en fait ça me paraissait cohérent qu'on nous laisse une fin ouverte ou qu'on nous laisse sans couple. Puisque la fin, pour les 2 couples, que ce soit le Pete Chris et le Ken Takim, on nous laisse une fin ouverte quand même lors du mariage. Bon, Pete Chris, ils vont y passer, mais le Ken Takim, c'est quand même une fin ouverte. Ils se retrouvent tous les deux, il y a quand même une fin ouverte. Et je trouve que c'est pas plus mal, puisqu'on n'a pas eu assez de développement dans l'œuvre pour se dire c'est canon, on les met ensemble. Et moi, j'ai pas été tant déçue que ça. J'ai été déçue par la répartition des couples secondaires, mais c'est tout. Et déçue qu'il y ait eu autant de couples. À ce moment-là, il fallait faire moins de couples ou mettre plus d'épisodes. Mais d'ailleurs, le Ken Takim, je suis partisan du Ken Takim. Pour moi, les meilleures scènes de couple étaient avec eux deux. La scène de la voiture, quand ils tournent en rond, là, moi qui suis fan de bagnole, la scène où ils le retrouvent, ils se protègent l'un l'autre et après ils lui roulent la galoche du siècle. Mais maman, ces 2 scènes, mais je suis amoureuse de ces 2 scènes. Je suis pour le Ken Takim, ne vous en faites pas. Là, mon dernier point négatif, la scène du mariage. Oui, c'est la scène de fin. Donc le fait qu'il y ait un mariage, pas de souci. Mais je sais pas, Alan a demandé Jeff en mariage avant bébé Charlie, donc ça aurait peut-être été plus cohérent de voir leur mariage à eux deux. Et de voir à ce compte-là, Beb demander Charlie en mariage ou inversement. Mais enfin non, on se retrouve d'un coup avec une ellipse, on sait pas ce qui s'est passé entre temps, on sait pas si le sérum a été fini, tout ça. On se retrouve avec une ellipse où on voit Beb et Charlie se marier, mais on a l'impression que la scène du mariage, elle est là parce qu'il fallait un mariage et il fallait clôturer d'une façon à ce que les gens comprennent que c'est la fin de la saison. Le mariage, il n'y a aucune parole, alors qu'ils auraient pu faire une scène hyper belle, genre je sais pas, avec les vœux de Charlie et de Beb, tout ça. Non, on a une scène de mariage avec un fond sonore, où on voit genre tout mimé, tout ça. Il n'y a aucune parole. Et ensuite, il faut qu'on parle du fait qu'ils ont pris la scène où vous savez que lors des tournages, il y a toujours la scène de fin où tout le casting s'applaudit, se félicite, tout ça. La scène de félicitation du mariage, c'est Littéralement cette scène-là, puisqu'on voit Tony,
Le producteur de la série, donc Tony qui est aussi un des PDG de l'agence de Change, on voit la PDG de l'agence de Change, la petite dame avec les cheveux bouclés, on les voit tous les trois applaudir. C'est aussi expliqué qu'on voit Winner, parce que je vous explique, un Winner à la fin de la saison, logiquement, jamais il se pointe au mariage. Il ne les voit plus jamais de leur vie. Et là, il est au mariage. Bon, qui est Willy, c'est un peu plus compréhensible tout ça. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde, même les méchants. Parce que c'est tout simplement, je pense, pour moi, la scène où ils s'applaudissent, tout ça, ils se félicitent de la fin de la saison. Et comme ils se sont dit que ça passait très bien, ils se sont dit, on va pas tourner plus de scènes, on va peut-être gagner un peu d'argent. On va utiliser cette scène-là. Sauf que bah, du coup, ça fait des faux raccords de malade. Les gens ils sont en mode mais what the fuck. Non, c'est juste la scène de félicitations de fin de tournage. Pour moi c'est juste ça. Parce que en plus je dis il y a Tony, mais dans la logique des choses Tony il est mort à la fin de la saison. Donc vraiment il faut pas faire attention. La scène de mariage elle était là parce qu'il fallait une scène de mariage et du coup ils l'ont bâclée. Dernier point négatif. Il faut que je parle d'Alan. Alan était un personnage mais super dans la première saison. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la saison 2? Alan, tu bafoues tout ce que tu as dit jusqu'à là. Genre oui, je suis là pour protéger tout le monde. Tu as mis tout le monde en danger. Tu t'es fait passer devant. Genre, la scène que je ne peux pas supporter, c'est la scène où on voit Alan conduire en mode oui, avant c'est moi qui remportais les courses, tout ça, genre je peux reconduire tout ça. C'est bien, t'es heureux, ouais c'est bien, t'as vendu le sang de Charlie, tu vas aider Tony à faire son sérum pour faire des alphas hyper puissants, qui vont du coup, il va être plus puissant, donc du coup va faire du mal à Beb qui est ton petit protégé, à Charlie, à Jeff qui est ton copain. En plus de ça, tu lui as menti depuis le début, alors que tu lui reprochais au début de la saison d'avoir menti. Ah, je vous jure que le personnage de Alan, les 3/4 de la saison, je pouvais pas le voir. Je pouvais pas, genre c'était... Je sais pas. Genre, il y a plein de trucs qui fait que le personnage d'Alan, ils l'ont détruit. Il se dit faire attention à ses petits protégés, qu'il peut pas se faire opérer parce qu'il veut protéger tout le monde. Mais résultat, il va voir Tony, il met tout le monde en danger. Pour éviter cette opération-là et pour pouvoir protéger les autres, t'as rien pu faire. Surtout que Alan, excuse-moi, tu connais Tony, puisque dans la saison 1, t'as déjà eu affaire à lui, tout ça. À quel moment tu t'es dit qu'il allait respecter sa parole? Genre en mode tu y amènes un flacon du sang de Charlie, il allait libérer Dean et Kenta. Alan, tu es un personnage con et ne fais pas l'outrer quand Beb te passe un savon par rapport au fait qu'il te faisait confiance que... En plus, même Beb lui dit, genre, comment tu as pu croire que Tony allait respecter sa parole? Tu le connais. Même Beb l'a dit, même Beb. Mais enfin, je vais arrêter de m'énerver et on va passer aux choses positives puisque Pete Babe, la saison 2, ce n'est pas que des choses négatives. Il y a aussi des choses positives pour moi. Et puis de toute façon, Pete Babe reste mon petit chouchou, donc dans tous les cas, je suis pas neutre. Mais il y a forcément des points positifs. Comme je vous l'ai dit, il y a l'évolution des personnages. Comme je vous l'ai dit, l'évolution de Babe a été quand même assez grosse. Il n'y a pas que le personnage de Babe qui a évolué. Alan, il n'a pas évolué dans le bon sens, donc lui, c'est pas un bon exemple. Mais Jeff fait beaucoup plus confiance aux autres. On a vu qu'il s'ouvre aux autres. Dean qui a la meilleure évolution du monde. Je vous jure, quand il est revenu, je me suis fait Dean, ne fais pas ça, ne fais pas le traître parce que vraiment, je me sentirais mal. Et non, mais Dean, mais je l'aime fort, Dean. Il y a le personnage de Willy qui a aussi évolué. Il y a, si je réfléchis, North a aussi beaucoup évolué. Il se fait plus confiance, tout ça. Il y a plein de personnages qui ont bien évolué pour moi. Et ça, c'est une bonne chose. Ça montre que les personnages ont grandi, ils ont pris en maturité. Et ça, c'est un bon point. Ils ont évolué dans le bon sens. Puis, il faut aussi noter dans l'évolution des personnages, c'est le lien qui est créé au personnage. Puisqu'on avait les liaisons amoureuses avec les couples, tout ça. Mais là, ils ont montré aussi les liaisons amicales. Par exemple, un des gros clashs de cette saison, c'est le fait que Sonic ne fasse pas confiance à Dean. Et que il s'en veut après ce qui arrive à Dean. Déjà il l'a cru mort et après on le voit qui s'excuse. Ensuite il y a aussi la relation entre Beb et Jeff qui évolue, puisqu'au début dans la première saison on voit Jeff dire à Beb tu fais pas le con avec les Charlie parce que sinon clairement t'auras affaire à moi. Dans la saison 2 on voit que cette relation est réciproque. Que si Jeff a besoin, Beb est là, et si Beb a besoin, Jeff est ici.
Puisque Jeff, quand il voit que ça va aller trop loin, il prévient Beb de où est Charlie pour qu'il ne soit pas tout seul. Quand Beb va pas bien, Jeff s'approche pour savoir comment il se sent, tout ça. La relation de Beb et Jeff m'a beaucoup émue, je pense. Émue parce qu'on voit quand Jeff apprend la réalité sur ce qu'a fait Alan, Charlie arrive, même s'il a plus de mémoire, pour réconforter Jeff. Beb, lui, s'excuse aussi. Il lui dit « Excuse-moi de ne pas t'avoir dit la vérité ». Et Jeff comprend que Beb n'avait pas forcément le choix. Et Beb s'approche de lui pour le réconforter. Et puis je suis amoureuse de la relation entre Jeff et Charlie. Vraiment, là, cette relation là, de frères, mais vraiment, genre, meilleure relation de la série. Je suis désolée. Genre, les frères, l'un pour l'autre, prêt à tout pour l'autre. Vraiment, le moment où Charlie, à la fin, se fait tirer dessus, et que j'ai vu Jeff, genre, j'étais en mode, non, pleure pas. Genre, j'étais déjà en train de pleurer, mais sa réaction, j'étais en mode, oh, bah non, c'est bon. Genre, il est anéanti de voir que Charlie a failli passer. À ce moment-là, il pensait qu'il allait mourir. Surtout que, genre, vraiment, c'est encore plus égoïste. Genre, Alan qui est là en mode, ah, c'est triste, genre, oh non, Charlie va mourir, c'est de ta faute. T'aurais pas fait toutes ces conneries-là, ils auraient pas été obligés de rentrer dans le jeu de Tony. Alan, tu peux t'en prendre qu'à toi. Fous-toi un coup de pied au cul. Je vais revenir sur, encore une fois, le jeu d'acteur de Pavel. Je vous l'ai dit, mon acteur préféré, c'est Plou, qui joue Charlie. Mais excusez-moi, pourquoi pendant autant de temps, Pavel n'a pas été reconnu à la hauteur de son talent? Déjà qu'il m'a fait chialer dans la première saison à l'épisode 10, mais alors là, à la fin, quand Charlie se fait tirer dessus, je savais qu'il allait se faire tirer dessus. Déjà, Pou joue beaucoup mieux que la première saison. Quand je l'ai vu s'écrouler au sol, j'étais en mode bordel de chier, genre vous avez touché à mon personnage préféré. Malgré le fait que je savais qu'il était vivant grâce au teaser de l'épisode final et du mariage, mais j'ai chialé. Et le pire, c'est quand le personnage de Beb arrive pour prendre Charlie contre lui et qu'il l'appelle, il lui demande de ne pas mourir. Le jeu d'acteur de Pavel à ce moment-là, si j'arrive à vous mettre les extraits au-dessus de ma voix, mais vraiment, ce mec est une pépite, est un acteur, mais qui joue très très bien ses rôles. Genre, je vais le répéter encore une fois, Pavel a un jeu d'acteur incroyable et j'ai hâte de le voir dans la prochaine série ou dans d'autres trucs, mais vraiment, genre, c'est un acteur incroyable. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas été connu avant. Le dernier point positif qui a peut-être fait grincer et qui est un point négatif pour les autres, mais pour moi c'est clairement un point positif parce que je suis une romantique dans l'âme, c'est la fin de la saison quand Sonic revient donc en Thaïlande. Et donc du coup il y a tout ce moment où on nous explique, en fait c'est le moment après l'ellipse, ça doit être je pense une ellipse d'1 an ou de quelques mois. Et donc du coup là on nous fait voir un peu ce que sont devenus les personnages, le fait que North soit toujours pilote, que Beb soit toujours pilote et que Charlie est mécanicien. On nous explique que Charlie n'a pas retrouvé la mémoire, qu'il ne dort même pas avec Beb. Beb dit que ça fait 1 an qu'il dort dans une autre chambre que Charlie ne veut même pas dormir avec lui. D'ailleurs les gars le chambrent un peu là-dessus. Et donc du coup à ce moment-là on a Alan qui fait ça reviendra forcément un jour, ils ont dit que ça reviendrait. Mais donc du coup si tu veux va faire un tour avec Charlie, c'est ça, apprends-lui à conduire. Il sait comment conduire mais montre-lui. Et là déjà j'ai eu un petit sourire, je me suis dit vraiment genre c'est le premier moment où ils étaient dans la voiture tous les deux où Beb a appris à Charlie à mieux conduire pour qu'il puisse faire la course avec lui. Et je me suis dit déjà c'est un beau clin d'œil à la saison 1. Et donc du coup on les voit dans la voiture tous les deux et Beb qui se met à parler à Charlie en mode c'est aux 2 ans je crois. Et donc du coup, même si tu t'en souviens pas, je voulais te souhaiter notre anniversaire, tout ça. Et donc du coup, genre là, on voit genre des souvenirs, des flashbacks, tout ça. Et là, je suis en mode, ils sont en train de lui faire retrouver la mémoire. Genre, il se souvient de tout au premier souvenir qu'ils ont eu ensemble.
Et vraiment, genre le fait qu'ils conduisent ensemble, tout ça. Et Charlie qui arrive et qui fait mais en fait, c'est pas nos 2 ans. En fait, tu te trompes, c'est clairement pas nos 2 ans. Si on compte le moment où je t'ai couru derrière, ça fait 3 ans. Et là, j'étais en mode, mais nom de Dieu, nom de Dieu. Genre là, il freine. Et là, puis là, genre, l'acting de Pooh, enfin, de l'acteur de Charlie à ce moment-là, mais j'étais en mode, mais. Genre il se retourne vers Beb et il lui fait je suis désolée pendant tout ce temps-là, genre j'ai dû te faire du mal, tout ça. Et là on voit la larme, mais on voit que c'est une larme qui est clairement pas contrôlée, genre coulée. Là j'étais en mode ah non, ah non non non. Genre mon émotivité ne supportera pas plus. Vraiment, genre c'est peut-être parce que je suis une grosse romantique que je suis à donf dans la romance, mais vraiment genre ce moment-là, genre c'était clairement une conclusion parfaite pour le couple de Beb et Charlie. Et voilà ce qui conclut mon avis sur cette saison 2 de Big Beb. Ça fait un moment que je tourne, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, sinon j'essaierai de faire des coupes comme je peux. Mais bah moi clairement je suis pas neutre parce que c'est ma série chouchoute. Mais donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison en commentaire. C'est sûr qu'il y a des choses à voir, j'aurais aimé peut-être mis plus d'épisodes, moins de couples. Mais bah, dites-moi en tout cas ce que vous pensez de la série en commentaire, en restant raisonnable, poli, et on ne crache pas sur les acteurs s'il vous plaît. Mais donc du coup dites-moi tout ça en commentaire, puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Et on se retrouve logiquement bientôt pour mon avis sur The Next Prince.